C'est pas un problème. On peut y aller. Allez-y. Trop facile. Trop facile. C'est celle-ci, hein, la bonne horloge. Hein. C'est pas trop celle-ci. Bon, hein. d'accord. Elle est plus à l'heure celle-ci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'économie avec Philippe à la technique et Bruno Vigoureux aujourd'hui pour le débrief sportif. Aujourd'hui, on traitera des ordonnances travail un an après, des voyages qui forment la jeunesse mais aussi les langues, et puis d'immobilier par exemple, comment monétiser son patrimoine quand on est senior et notamment pour les femmes de plus de 70 ans. Avec mes invités tout de suite et j'espère en tout cas que vous allez tous très bien et nous on est ravis de vous retrouver. Stéphane Béal, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé, Moi avocat aussi, associé. je dis bonjour à vos invités, pardon. Je n'ai pas dit bonjour. Bonjour Christophe, Bonjour. et puis très bonne journée. Merci à vous aussi. On vous retrouve dès demain. Stéphane Béal, donc bonjour. Vous êtes avocat associé et directeur du département social chez Fidal. Vous êtes aussi l'auteur, un des auteurs pour la semaine juridique sociale LexisNexis et puis aussi pour la semaine juridique entreprise affaires. Vous êtes aussi membre du comité d'évaluation des ordonnances. Justement, aujourd'hui, ensemble, on traitera du bilan des ordonnances sur le Code du travail un an après. Et puis peut-être la perception qu'ont les représentants du personnel, tout comme les patrons. Et puis on aimerait aussi savoir au niveau contentieux, qu'est-ce qui énerve peut-être plus certains et dans quel domaine. À vos côtés, Thomas Thibault Dufresne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du Centre d'échange international. Avec vous, on parlera justement voyage pour se former, pour apprendre des langues. Et vous faites aussi des colonies pour tous les âges, de 6 ans à 30 ans. C'est une société qui a été créée en 1947. Et puis on parlera peut-être ensemble du Brexit et d'Erasmus, de sujets peut-être différents, mais qui peuvent impacter les voyages. Vous êtes aussi membre de l'Office national de garantie des séjours linguistiques. Ça, c'est très intéressant quand on envoie ses enfants à l'étranger, parce qu'on a toujours peur de ce qui peut arriver. Et puis enfin, à vos côtés, Thomas Abinal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dans l'immobilier depuis toujours et vous avez participé comme associé fondateur à une start-up qui s'appelle Monetivia. Donc aujourd'hui, on parlera ensemble justement de comment monétiser son patrimoine et pourquoi, par exemple. Et puis, vous êtes un fervent investisseur dans des startups et donc on serait intéressé de savoir pourquoi, comment, combien de temps durent ces placements. Mais avant de vous passer la parole à tous les trois, je vous propose l'info du jour. Tout d'abord, on va faire un hommage à l'illustrateur Tommy Ungerer, qui est auteur notamment des livres pour enfants qui s'appelleraient Les Trois Brigands. Tout le monde l'a lu quand il était petit, ou bien Jean de la Lune. Il est mort à l'âge de 87 ans en Irlande, où il vivait depuis 50 ans. Il est également connu pour ses livres comme Le Géant de Zeralda, Otto ou Pas de baiser pour maman, Flix, Le Nuage Bleu ou encore son dernier livre, Ni oui ni non, publié en mars 2018, tous à l'école des loisirs, car ils ont bercé l'enfance de plusieurs générations. Mais en fait, c'est un véritable artiste qui nous quitte, car il était également affichiste, peintre, sculpteur, écrivain, amoureux de la nature et des femmes, et il s'est aussi illustré dans le dessin érotique. La plupart de ses œuvres sont aujourd'hui conservées au musée Tommy Ungerer à Strasbourg. 11 000 dessins originaux, des sculptures, des jouets et des livres. Né en 1931 dans une famille d'horlogers, il fut orphelin de père à 3 ans. Il a subi l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne, l'endoctrinement nazi à l'école et puis les combats très rudes menés pour déloger les Allemands de la poche de Colmar, des épisodes qu'il a racontés dans ses livres autobiographiques. Très engagé politiquement, il a lutté contre la ségrégation raciale, contre la guerre au Vietnam, le nucléaire, l'élection de Donald Trump, entre autres, et il travaillait aussi bien en français qu'en anglais et en allemand. Autre info du jour, c'était ce week-end. Amida Rezeg, vice-présidente en charge du tourisme au Conseil régional d'Île-de-France, est venue annoncer en Val d'Oise le fonds régional pour le tourisme doté de 16 millions d'euros d'ici à 2021. Elle fit tout d'abord le bilan du premier semestre 2018. Ce fut la meilleure fréquentation touristique de ces 10 dernières années pour l'Île-de-France, avec 17,1 millions d'arrivées hôtelières, une hausse de plus de 4%, mais aussi des touristes qui ont consommé pour plus de 10,3 milliards d'euros, soit une hausse de 535 millions d'euros. Pour le Val d'Oise, c'est 2,5 millions d'arrivées, dont 1,2 million international, 4,9 millions de nuitées, dont 1,1 million de nuitées d'affaires. Le taux d'occupation des hôtels du Val d'Oise est de 77% et la clientèle est principalement britannique, espagnole et belge.
Alors, au niveau de ce plan, de ce fonds de subvention, eh bien, on va donc retenir que la région Île-de-France est redevenue l'une des premières touristiques mondiales, avec 48 millions de touristes accueillis en 2017, ce qui entraîne 500 000 emplois directs et indirects générés. Pour le Val d'Oise, c'est le château de la Roche-Guyon qui détient la palme du monument le plus fréquenté, avec plus de 36 000 visiteurs, peut-être dû à cette nouvelle escale fluviale qu'ils ont démarrée en septembre 2018 et qui avait reçu d'ailleurs une subvention régionale de 300 000 euros. Dans ce contexte, la vice-présidente du Conseil d'Île-de-France, de la région Île-de-France, donc note une concurrence internationale ardue et des retards des Français dans plusieurs domaines, le numérique, le parcours client et le multilinguisme. Les étrangers nous reprochent notre manque de propreté dans les établissements, la sensation de manque de sécurité et notre pauvre formation en langue et aussi le manque de qualité de nos transports. Donc on a quand même beaucoup de travail. C'est pourquoi Amida annonce 16 millions d'euros pour la période 2017-2021 dans le tourisme qui portera premièrement sur les volontaires du tourisme. 1400 volontaires sont déployés dans 75 000 musées ou lieux de loisirs d'Île-de-France et puis aussi des subventions qui porteront sur le fonctionnement. Par exemple, ça peut être les frais de communication et d'impression, des achats promotionnels, des frais relatifs à l'organisation d'événements, mais aussi pour la modernisation et la transition en numérique, par exemple, l'investissement pour des systèmes de billetterie, de sites internet, de signalétique d'une exposition permanente, d'un service digital numérique, etc. Voilà, plein de sujets si vous souhaitez donc rénover vos établissements de loisirs et touristiques. Alors, en sécurisation d'un parcours, vous pouvez aussi faire des demandes. En tout cas, les dépenses sont plafonnées à hauteur de 1 million d'euros, mais l'aide ne pourra pas dépasser 50%. Il y a bien sûr des critères pour être éligible, et puis il y a également des critères pour être éligible par rapport au sujet que vous allez bien sûr développer, mais aussi selon les établissements que vous êtes. En tout cas, beaucoup d'établissements peuvent y souscrire, même des lycées, et même une start-up, même si donc vous avez moins d'1 an d'activité. Je vous reparlerai de tout ça demain. Je vous parlerai donc des sites labellisés dans le Val d'Oise. En tout cas, ce que je voulais vous dire aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a des commissariats mobiles qui seront mis en place à partir du 1er septembre 2019 et une formation de e-learning sur le site de la région qui va être déployée pour la formation en langues étrangères. C'est 400 000 euros qui va être investi pour cette plateforme. Un site web également dédié au tourisme qui va s'appeler visiteparisregion.com va être développé. Et puis une campagne de promotion, de communication vers l'international afin de mieux représenter l'Île-de-France. Alors demain, allez, suite de l'info sur ce sujet car c'est tout de même très intéressant. Je vous parlerai des transports et des sites labellisés dans le Val d'Oise. Troisième et dernière info pour aujourd'hui, c'est Rock en scène et la région Île-de-France qui propose aux lycéens de jouer sur scène. C'est la 3e édition d'une opération qui s'appelle Paris Première, une initiative culturelle destinée aux musiciens lycéens qui leur donne l'opportunité de jouer sur scène. Elle débute dès maintenant, vous pouvez vous inscrire. 7 groupes de lycéens franciliens auront la chance, à l'issue du concours, de jouer fin août au festival Rock en scène. C'est l'un des plus grands festivals de musique en France. Si vous êtes intéressé, il suffit de vous inscrire à l'une des 7 soirées organisées pour ce concours sur le site première-scène.com. Il n'y a rien à perdre, car tous les groupes ayant joué à l'une de ces soirées seront de toute façon invités au festival Rock en scène et ils pourront même visiter les coulisses. Les groupes seront sélectionnés pour y participer. Entre maintenant et le 1er juin, c'est la date de la dernière soirée. Je vous rappelle donc pour l'inscription, première-scène.com. On finit les infos du jour avec Bruno Vigoureux pour le débrief sportif. Bonjour Bruno. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Et allez, encore une défaite, une de plus. L'équipe de France de rugby les empile. Hier contre l'Angleterre à Twickenham, lors de la 2e journée du tournoi Destination. C'était même la 8e en 9 rencontres. Mais en fait, j'ai tort de parler de défaite. De quoi parle-t-on plutôt? D'humiliation, de déculotté, de fessé? Florence, je vous laisse l'embarras du choix. Non. Car quand on s'incline si lourdement 44-8, c'est tout sauf un accident. Il y a juste un constat à dresser et pas forcément à l'amiable. C'est le plus lourd revers en fait concédé face aux Anglais depuis l'après-guerre.
L'équipe de France est donc devenue une petite équipe qui n'appartient plus à l'élite du rugby mondial. On peut même dire qu'elle est en deuxième division, à des années-lumière de l'Angleterre, de l'Irlande, du Pays de Galles, de l'Afrique du Sud, de l'Australie. Je ne parle même pas des All Blacks, les champions du monde en titre. D'ailleurs, elle est désormais 10e au classement mondial par équipe, c'est-à-dire son pire classement. La semaine dernière, après la défaite contre les Gallois, je vous disais que je n'arrivais pas à y croire. Peut-être qu'il y aurait eu une réaction face à l'Angleterre, mais car toutes les équipes ont le droit de perdre. Mais là, rien, aucune réaction. Les Anglais, c'est vrai, ont un peu traîné pour marquer leur premier essai. Il aura fallu en effet attendre la 2e minute pour assister au début de la punition. Mais ce n'est pas fini. La France aura la chance, avec plein de guillemets, de retrouver l'Angleterre le 12 octobre prochain, mais cette fois en Coupe du Monde. Alors, un nouveau tour de manège pour une nouvelle humiliation. En attendant, les Bleus en lambeaux ont 15 jours pour tenter de se remettre la tête à l'endroit et enfin montrer quelque chose contre l'Écosse au Stade de France. Voilà donc où en est notre pauvre équipe de France qui s'enfonce encore et toujours. Et si la semaine dernière les filles avaient sauvé l'honneur en battant les Galloises, hier elles ont été battues aussi nettement par l'Angleterre, 41-26. Si on ne peut plus compter sur les filles, alors bon. Enfin, on va essayer d'oublier ce sale dimanche. En football, le Paris Saint-Germain se souviendra, lui, de son match de samedi, malgré la victoire étriquée contre Bordeaux 1-0. L'équipe parisienne savait que pour se rendre à Manchester demain, pour y disputer le 8e de finale aller de la Ligue des Champions, elle serait privée de son meilleur joueur, Neymar est actuellement blessé. Elle sait maintenant qu'elle sera aussi privée de son meilleur buteur, car Edinson Cavani, l'avancante parisien, s'est blessé en marquant le penalty victorieux. Il ne sera même pas rétabli pour le match retour le 6 mars. Alors bon courage au Paris Saint-Germain à Old Trafford demain, le stade mythique, appelé aussi le théâtre des rêves par les supporters mancuniens. Et si c'était un cauchemar pour Paris. Mais j'y pense, au fait, pourvu que les Parisiens ne croisent pas les joueurs de l'équipe de France de rugby de retour d'Angleterre, parce que là, alors... Bon, allez, bonne semaine quand même, au revoir. Bon, c'est vrai qu'on est un petit peu déçus. Merci beaucoup, Bruno. On ne s'attendait pas à des défaites aussi importantes de notre fameuse équipe de rugby. Mais là, il n'y a pas eu photo, là. Je suis sûre qu'ils vont se ressaisir. À la semaine prochaine, Bruno, pour un autre débrief sportif. Tout de suite, une petite pause, notre pépite musicale du jour. Et après, on retrouve nos 3 invités qu'on remercie d'être avec nous aujourd'hui en studio, qui sont Stéphane Béal, qui est avocat associé chez Fidal, Thomas Abinal pour la start-up Monetivia, et puis Thibaut Dufresne, directeur général du Centre d'échange international. À tout de suite. Tu veux des feuilles ? Non, c'était pour pas... Oui, il faut sortir boire. Oui. Vous devriez enlever ça, ça fait tellement chaud quand vous allez revenir ici. Allez, bonne émission. C'est très chaud ici. Vous pouvez même enlever vos vestes tellement il fait chaud. Centres d'échange internationaux. Ils avaient mis le radiateur derrière. J'arrive. Ils avaient mis le radiateur derrière ou pas? Non. Non. Non, c'est la chaleur. Même. C'est la chaleur, mais c'est ça. Bon, on est en avance même aujourd'hui. Hier, j'ai écouté la fin de la radio et avec l'accordéon. Hier? Oui, j'ai écouté, mais non, peut-être que c'était enregistré. Ouais, c'était dimanche matin. Oui. Ouais, c'était. Alors vous êtes basé où, vous? Est-ce que FIDA, ils ont beaucoup d'antennes? Oui, on a 86 implantations en France. Donc on va en parler un petit peu. Et vous, personnellement, C'est pas mal. Vous êtes à Paris? Le siège du cabinet.
travailler là, le filière, en fait, c'est un seul cabinet. C'est pas une franchise. Non, ça je sais. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, nous parlons de plusieurs sujets, comme d'habitude, bien sûr. On va commencer tout de suite par les ordonnances travail avec notre premier invité, Stéphane Béal. Donc, vous êtes avocat associé et directeur du département social chez Fidal. Et vous êtes aussi donc auteur pour la semaine juridique sociale, bien sûr, LexisNexis, et puis aussi pour la semaine juridique entreprise et affaires LexisNexis. Mais comme je le disais, vous êtes aussi membre du comité d'évaluation des ordonnances. Alors justement, quel bilan peut-on faire ou peut-être avant de faire le bilan, peut-être vous pouvez nous présenter un petit peu Fidal. Volontiers. Fidal est un cabinet de droit des affaires qui existe depuis 1922. Qui est un gros cabinet, puisque nous sommes le premier cabinet en France, avec un peu plus de 1350 avocats sur plus de 90 implantations en France, sans parler de l'étranger. Et le département de droit social dont je m'occupe regroupe environ 315 avocats. Donc voilà, nous sommes uniquement en droit des affaires et nos clients sont des entreprises. Voilà, vous plus particulièrement, c'est le droit social. Exactement. Voilà. Donc, comme vous faites partie du comité donc d'évaluation des ordonnances, on va dire, quel bilan peut-on faire un an après? Alors, si je reprends ce que j'ai pu entendre ici et là les dernières semaines, j'ai lu et entendu que le bilan était contrasté. Je crois que ce constat est en partie erroné. Car il faut savoir de quoi on parle. Dans les ordonnances, il y a eu un certain nombre d'ordonnances qui venaient déjà après la loi travail, la loi El Khomri, qui avait suscité déjà pas mal d'échanges, on va dire de débats, qui venaient elles-mêmes après la loi Rebsamen. Donc 2015, 2016, 2017. Voilà, ça fait beaucoup de réformes, beaucoup de lois, beaucoup de réformes. Ça, c'est très, très français, hein, surtout en droit du travail, où les réformes se succèdent et s'empilent, avec l'espoir... toujours déçu. On ira vers de la simplification. Voilà, c'est un peu ça qu'on attend et on attend encore. Mais on attendra longtemps. Bon. On y reviendra peut-être un peu après. Il y a des raisons systémiques qui expliquent que la simplification ne peut être qu'une vue de l'esprit, à mon sens en tout cas. Bien, mais pour revenir au bilan des ordonnances, comme je vous le disais, j'ai entendu que le bilan était contrasté. On dit le bilan est contrasté, on semble dire que le bilan, finalement, il est pas si terrible que ça. Je crois que c'est beaucoup trop tôt, tout simplement. Il faut savoir que dans les ordonnances, il y avait un nombre très conséquent de dispositions, de modifications, et certaines d'entre elles nécessitent du temps pour être mises en place. Alors, est-ce qu'on peut détailler un petit peu à quoi vous... Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Alors, premier exemple, l'exemple, mais je dirais que le plus d'actualité d'ailleurs, c'est le CSE, le comité social et économique, qui vient remplacer les délégués du personnel, le comité d'entreprise et les CHSCT. Donc les ordonnances organisaient la mise en place de ce CSE jusqu'à fin 2019. Donc nous sommes qu'au début de l'année 2019. Donc constater que toutes les entreprises ne sont pas passées au CSE, oui, mais c'est tout à fait logique. Il fallait que les mandats des délégués du personnel, CE et CHSCT, dans les entreprises qui en ont, arrivent à échéance pour les mettre en place, voilà, donc... soit anticipent ou reculent les dates d'élection, ce qui était une possibilité. Donc il ne s'agit pas de tout réformer d'un coup, c'est juste une procédure à mettre en place à la fin, on attend la fin des mandats. Exactement. Donc des entreprises qui ont des mandats dont leurs mandats sont arrivés à échéance en 2018, eh bien, ont mis en place le CSE en 2018. Ceci étant, elles avaient la faculté de reporter. C'est-à-dire de dire, plutôt, prenons un exemple, des mandats qui arrivaient à échéance à fin mars 2018, elles avaient la faculté d'organiser leurs élections en mars 2018, voire janvier 2018, donc de les anticiper, soit de les retarder, au maximum d'un an. Et pourquoi? Quel serait l'intérêt de retarder? Eh bien, plusieurs. Il y a plusieurs intérêts. Alors, le premier intérêt, il y a plusieurs motivations, dirons-nous, plus qu'intérêt. La première motivation, qui n'est pas forcément la bonne, c'est de dire, bon, j'ai autre chose à faire, j'ai beaucoup d'urgence en tant que chef d'entreprise à gérer, et donc, je verrai ça après.
c'est un peu repousser les choses. Parce que c'est au chef d'entreprise d'initier le CAE. Le CSE, ça n'est pas au délégué du personnel, à la limite, de l'initier? Non. Qui doit s'en occuper, justement? C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que quand vous avez déjà une instance, je reprends un délégué du personnel, CE, CHSCT, il y a une durée de mandat. Donc, vous devez organiser les élections du nouveau CSE à la fin, pour qu'à la fin du mandat existant, il y ait cette nouvelle instance. Donc là, l'initiative, bien évidemment, il y a une initiative à prendre pour rencontrer les représentants du personnel, les délégués syndicaux, le cas échéant, pour négocier la mise en place de ce CSE. Mais lorsque on prend l'option de retarder l'échéance de mise en place, soit les partenaires sociaux au niveau de l'entreprise le font, par accord, donc là, directement, c'est le chef d'entreprise et les représentants du personnel qui se mettent d'accord pour le faire, soit, à défaut, c'est l'employeur de façon unilatérale qui peut dire « moi, on va retarder ». Alors, cette motivation, je l'évoquais, elle n'est pas forcément bonne. Donc, si c'est retardé pour retarder, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il y a en revanche une motivation qu'on rencontre fréquemment, malgré tout, qui est beaucoup plus intéressante, elle, c'est de dire on va se laisser le temps de discuter, de peser l'existant, finalement, quels ont été les points positifs et négatifs dans le fonctionnement des instances jusqu'à maintenant, pour justement tirer un constat et essayer de ne pas se précipiter, de faire les choses dans le temps. Ça, c'est une bonne motivation. Encore faut-il le faire de façon un petit peu ordonnée, bien évidemment. Bien sûr. Et donc, pour vous, le CSE, c'est une bonne chose pour l'entreprise de mettre finalement tous les représentants autour d'une même table. C'est ça le CSE, en fait. Oui, c'est le regroupement des différentes missions qui étaient auparavant attribuées aux délégués du personnel, comité d'entreprise et CHSCT. Alors, pour moi, oui, c'est une bonne chose. Alors, il y a des bémols, il faut prendre un certain nombre de précautions, d'où l'évaluation. C'est une bonne chose car, pour moi, c'est intéressant d'avoir un lieu unique où l'on va traiter de tous les sujets. Je vais prendre un exemple. Quand une entreprise fait une restructuration interne, et j'entends par restructuration, on va réorganiser son mode de fonctionnement, organiser un déménagement, que sais-je encore. Auparavant, il y avait une procédure devant le comité d'entreprise et une procédure devant le CHSCT. Les uns s'occupant des aspects économiques, pour schématiser un petit peu, et l'autre, le CHSCT, pour s'occuper de tous les aspects santé, sécurité au travail. Bien. Or, un projet, il est global. Donc, dans l'exemple que je prenais, il était artificiel, me semble-t-il, de segmenter les choses. Et une instance nouvelle, le CSE, va permettre justement d'appréhender le projet dans sa globalité. C'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est-à-dire que c'est de permettre aux entrepreneurs et aux salariés de réfléchir ensemble d'une manière transversale. C'est ça que vous voulez dire? Exactement, sur tous les sujets. Alors, il y a un bémol, parce que ça, mais nous le verrons, l'évaluation ne fait que commencer. Et on constate d'ailleurs que dans un certain nombre d'entreprises, il y a, y compris, je parle d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, une crainte de voir disparaître le CHSCT. Donc c'est le contrôle de la sécurité au travail. Exactement. C'est un aspect très particulier. Alors ça peut se comprendre dans certains domaines bien spécifiques où la santé et sécurité au travail prend un enjeu considérable. Bien sûr. On pense bien évidemment à l'industrie, au transport, à la construction, évidemment. Nous verrons bien ce qu'il en est, mais c'est une crainte qui est très forte chez les représentants du personnel, les organisations syndicales, c'est très très net, c'est une crainte considérable. Et dans un certain nombre d'entreprises de ces secteurs, c'est effectivement une crainte. Alors, et une possibilité. Même lorsque ce n'est pas obligatoire, on peut créer une commission, pardonnez-moi, je ne vais pas faire trop de techniques, mais on peut créer une commission spéciale santé-sécurité au sein du CSE. D'accord. Cette commission est obligatoire dans les entreprises et établissements de 300 salariés et plus. Mais toutes celles qui sont en dessous de 300 salariés, c'est la majorité des entreprises françaises, on peut la créer, on peut la mettre en place. Donc, et on le voit, les entreprises qui décident à ce jour, encore une fois, il y a de nombreux CSE qui restent à mettre en place,
Mais à ce jour, on constate que là où dans les entreprises qui mettent en place ces commissions, ce sont dans les secteurs que je visais, c'est-à-dire les secteurs où il y a un véritable enjeu en matière de santé-sécurité. Alors, autre réforme importante avec les ordonnances travail, quelle est-elle pour vous? Quel est le deuxième point important? Alors, il y en a beaucoup, en fait, parce que ces ordonnances, je crois qu'on n'en prend pas du tout encore la mesure, et d'ailleurs, dans le comité d'évaluation, on s'en rend compte, lorsqu'on a eu des sondages, des enquêtes auprès des chefs d'entreprise et des représentants du personnel, on voit que certains sujets sont manifestement les plus connus, hein, celui du CSE, parce qu'il y a quand même un délai contraint, celui de l'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, donc c'est ce qu'on appelle la barémisation des dommages et intérêts, différents termes. On va peut-être y revenir plus tard, mais il y a d'autres thématiques que les chefs d'entreprise n'ont pas appréhendées à ce jour et qui sont des sujets pourtant de fond. Lesquels, justement? Eh bien, la place de l'accord d'entreprise par rapport à l'accord de branche. C'est-à-dire que jusque-là, c'est schématique parce qu'il y avait des exceptions, hein, depuis 2004, depuis 2008 surtout, bref, sans revenir à l'histoire du droit. En tout cas, dans nos domaines, ce qui est important, on parle de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire qu'une norme, qu'on va, pour schématiser, qui est de rang inférieur, ne peut pas être moins favorable que la norme de rang supérieur. Exemple, le contrat de travail ne peut pas être moins favorable qu'un accord d'entreprise, qui lui-même ne pouvait pas être moins favorable qu'un accord de branche, qui lui-même, bien sûr, ne peut pas être moins favorable que la loi. Oui. Donc c'est une espèce de hiérarchie très structurée. Parce que ça, c'est très important, ce sujet-là. Très important. Parce que très important. Et depuis... Alors, si on dit depuis les ordonnances, c'est faux, puisque le mouvement a commencé il y a bien longtemps. Mais, là, venons plus simplement aux ordonnances. Depuis, il y a, alors c'est peut-être une terminologie qui parle à certains, la primauté des accords d'entreprise par rapport aux accords de branche. Autrement dit... Donc là, vous parlez carrément des conventions collectives. On peut l'appeler comme ça. Oui, les accords de branche sont les conventions collectives, c'est deux termes pour presque la même chose. Ne chipotons pas. Donc, effectivement, un accord d'entreprise peut dire autre chose, mieux, bien sûr, mais ça, il n'y a jamais eu de difficulté sur le sujet, mais faire éventuellement moins bien ou différemment que ce que prévoit l'accord de branche sur certains sujets. C'est le principe. C'est le principe. Il y a des sujets, en revanche, qui sont réservés à la branche et sur lesquels, eh bien, c'est l'accord de branche qui donnera le là. Alors vous dites là, carrément, c'est important, vous dites que les chefs d'entreprise n'ont pas encore pris la notion de l'urgence de cette réforme. Alors, il n'y a pas une urgence en tant que telle, c'est pas une urgence, c'est l'intérêt. Je pensais que c'était pour simplifier justement l'ensemble des collections collectives qui existent en France, et il y en a beaucoup. Est-ce que c'est ça le but? Quel est le but finalement? Alors nous avons deux mouvements en fait. Le droit du travail est un vaste sujet, oui. Un vaste sujet complexe, mais ce qui fait aussi tout son intérêt, je dois le dire. Mais il y a deux mouvements, d'une certaine manière. Tout d'abord, le mouvement que vous évoquez, c'est celui de la simplification du nombre de conventions collectives, ce qu'on appelle le regroupement des branches. Mouvement qui a été lancé depuis la loi travail, hein, déjà. L'objectif étant d'arriver à 200 branches. C'est énorme, mais on part de très loin. Donc ça, c'est un mouvement de simplification. En revanche, si l'on dit que l'accord d'entreprise prime par rapport à l'accord de branche, encore une fois, sauf sur certains sujets, ça veut dire que nécessairement, puisque la négociation a lieu au niveau de l'entreprise, ce qui va donner, la règle applicable, ça va être l'accord d'entreprise. Donc nécessairement, la négociation se faisant par entreprise, le résultat sera différent d'une entreprise à l'autre. Bien sûr. Et c'est en cela où, ce que j'évoquais tout à l'heure sur la simplification, qui est une vue de l'esprit, à partir du moment où on permet cette adaptation au niveau de l'entreprise par des accords qui sont négociés par les partenaires sociaux, eh bien, par essence, on multiplie les sources de droit. Donc ce n'est pas de la simplification. Mais ceci étant, faut-il pour autant le rejeter? Pour ma part, je ne le pense pas. Je pense que cette simplification-là
Donc là, les chefs d'entreprise n'ont pas vraiment pris la notion de l'importance. Vous dites, Ça voilà. va prendre du temps. Ça va prendre un peu de temps. Parce Tout que à ça fait. prend du temps. Pour comprendre l'intérêt de ces mesures. Tout à fait. Et puis, c'est bon, des sujets administratifs encore, et il y en a quand même beaucoup en ce moment qui pèsent Alors, sur le chef d'entreprise. Voilà, c'est vrai. Tout arrive en même temps, il faut dire. Voilà, c'est ça le problème. Hein. C'est ça le problème, c'est que vous avez eu le pass, le prélèvement à la source, et bon, c'est quand même un gros chantier hein, pour les grosses entreprises, mais pour les petites encore plus, d'une certaine manière. Ça touche la paie. Donc, et puis l'employeur prélève l'impôt. Donc il est clair que c'est un sujet de priorité. Alors, vous avez dit que l'objectif était d'arriver à 200 branches. Est-ce que pour l'instant, comment on fait si on est chef d'entreprise, comment on fait pour se référer à une branche ou à une autre? Qui impose ce choix? Le Code du travail. Tout simplement. Tout simplement. Alors, dit comme ça, c'est tout simple. Effectivement. En fait, il y a un principe relativement simple. Son application est, comme souvent, un peu plus complexe à mettre en œuvre. Le principe est simple et c'est le suivant. Vous avez une activité principale. Eh bien, c'est cette activité principale qui va déterminer quelle convention collective vous devez appliquer. Pourquoi? Parce que chaque convention collective détermine un champ, ce qu'on appelle un champ d'application en termes d'activité économique. Donc, vous rentrez dans le champ, vous devez l'appliquer. Donc, si je suis jeune entreprise, je viens de créer une entreprise depuis moins d'1 an, par exemple, comment je fais? Qui va me dire? Est-ce qu'il faut aller voir un avocat comme vous spécialisé, ou bien est-ce que c'est le service des impôts? Qui va nous dire? Alors, les impôts, c'est elle? absolument pas. Alors, il y a la fausse bonne idée qui est de se rattacher à son code NAF. Nomenclature des activités au niveau de l'Union communautaire. On avait le nôtre. Voilà, c'est APE préalablement. Effectivement, c'est ce que tout le monde fait. Tout le monde fait. On se rapproche de son code NAF. Exactement. Mais le code NAF n'est pas une vérité absolue. Je vais prendre un exemple. Vous créez une entreprise et en général, quand vous créez une entreprise, vous établissez des statuts. Et l'objet, ce qu'on appelle l'objet social. L'objet social, comme bien souvent, il est rédigé de façon très très large. Que se passe-t-il? Les statuts sont déposés, sont envoyés. Donc, dans ce cadre-là, l'INSEE se base sur les éléments qui figurent dans l'objet social des statuts et attribue un code NAF sur cette base-là. Mais comme votre activité est peut-être qu'une petite partie de votre objet social, puisque vous réservez la faculté d'élargir votre activité, bien sûr. Eh bien, il se peut qu'on vous attribue un code qui ne corresponde pas à la réalité de votre activité. Donc, il est préférable... Alors, ça n'arrive pas systématiquement, heureusement, mais ça arrive régulièrement. Donc, il vaut mieux vérifier parce que changer de convention collective quand on a appliqué la mauvaise convention collective, ce n'est pas simple. C'est très compliqué même, j'allais dire. Ouais, juridiquement, ça peut poser des problèmes. Ça peut poser des problèmes. Donc ça, c'est vrai que la place de l'accord d'entreprise, il faut absolument donc qu'on alerte les chefs d'entreprise pour qu'ils s'en occupent, puisque c'est tel l'indique les ordonnances travail. Ça, c'était un véritable enjeu. Voilà, ça c'était le premier point sur lequel vous vouliez alerter les chefs d'entreprise. Le deuxième point sur lequel il faudrait peut-être les alerter. Alors, on a beaucoup parlé, c'est une mesure qui a fait beaucoup de débats, mais c'est pas lié aux ordonnances Macron, mais déjà un petit peu plus en amont. Par la loi dite Macron, donc, vous voyez, il avait de la suite dans les idées, c'est ce qu'on appelle la barémisation des dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Alors, de quoi s'agit-il, d'abord? Vous licenciez un salarié. Celui-ci considère, donc vous lui versez au titre du licenciement, son indemnité de licenciement prévue par la convention collective, les indemnités de préavis, les congés payés restants, etc. Les éléments de rémunération, bien sûr. Tout cela est une chose bien. Mais imaginons que le salarié conteste le motif pour lequel il a été licencié. Il n'est pas d'accord, tout simplement, avec les faits que vous évoquez, ou les faits, il estime que les faits que vous évoquez ne sont pas suffisants pour justifier la rupture du contrat. Donc, il va contester ce motif devant les juridictions prud'homales. Et dans ce cadre-là, les ordonnances ont prévu, en fonction de l'ancienneté du salarié, un plancher et un plafond. Disant, voilà, les indemnités que vous pouvez obtenir sont comprises entre temps, telle somme et mois, voilà. C'est pas des sommes, enfin indirectement, puisqu'on fonctionne en mois de salaire, tant de mois et maximum tant de mois.
Et ce barème-là, eh bien, il fait l'objet de contestations par mes confrères qui s'occupent des salariés devant les conseils de prud'homme, disant ce barème est non conforme. Alors, on parle de conventionnalité, c'est un terme un petit peu abrupt, mais simplement pour dire, on parle, vous savez, de la non-constitutionnalité. Là, c'est pas le sujet, puisque le Conseil constitutionnel dit que c'était conforme à la Constitution. En revanche, le débat se centre maintenant devant la conventionnalité, c'est-à-dire, est-ce que ce barème, donc la loi française, est conforme ou contraire à la Convention de l'OIT 158, l'Organisation internationale du travail, ou à la Charte sociale européenne. Voilà, et le débat est là-dessus. Et donc nous avons des décisions en ce moment de première instance qui vont un peu dans les deux sens. Parce qu'on essaye d'harmoniser au niveau européen un petit peu tout ça? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. En revanche, il est vrai que cette barémisation-là existe dans de très très nombreux pays européens. D'accord. Donc il y a quand même D'accord, il y a quand même un barème dans les autres pays. Oui, et nous, la France, n'en avions pas. Nous n'en avions pas. Donc c'est quand même une espèce d'harmonisation malgré tout européenne, même si les barèmes ne sont pas les mêmes. Mais ils sont contestés en France. Comme souvent, quand on veut mettre quelque chose de nouveau en place. Bon, on va peut-être finir y arriver. Alors, juste une dernière question peut-être, et puis après on fera une pause musicale, si vous voulez bien, Stéphane Béal. On en est où, justement, avec toutes ces ordonnances travail, du contentieux en France? Alors, on avait entendu qu'il y avait une chute du contentieux. Alors, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai. Le contentieux individuel, celui qui va devant les conseils de prud'homme. Oui, c'est tout à fait vrai. Il a chuté de façon absolument considérable. Il a été divisé par 2, mais pas depuis les ordonnances. Le mouvement a commencé il y a bien plus longtemps que ça, où on a divisé par 2, puisqu'on est passé de 240 000 contentieux à 120 000 contentieux. C'est grâce aux conciliateurs? Pas uniquement, il y a plusieurs mouvements. Et le premier mouvement, semble-t-il, c'est ce qu'on peut voir quand on fait des études sur le sujet. Le premier mouvement, c'est grâce à la rupture conventionnelle individuelle. Vous savez, cette rupture conventionnelle de 2008 qui permet aux chefs d'entreprise et aux salariés de se mettre d'accord avant rupture, mais sur la rupture. On décide de mettre un terme au contrat. C'est la rupture conventionnelle. Comme on se met d'accord pour conclure un contrat, on se met d'accord pour le rompre. Et cette rupture, donc déjà, il y a eu un mouvement assez important. Donc il est bien évident que quand les parties se mettent d'accord sur le pourquoi et les résultats de la séparation, il est clair qu'en général, vous avez beaucoup moins de contentieux derrière. Il y en a très très peu à la suite de rupture conventionnelle individuelle. Donc, ça a déjà fait baisser de façon assez nette le nombre de contentieux. Il y a eu d'autres événements. On a eu comme événement également la réforme de la procédure contentieuse qui a, il faut bien le dire, complexifié un peu les choses. En 2017 notamment, on a eu des décrets qui ont rendu les choses un peu plus difficiles et donc qui ont pu peut-être décourager en tout cas un certain nombre de saisines. Et puis là, il y a la barémisation. Donc la barémisation qui a son effet, lequel exactement, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais qui semble avoir continué le mouvement, en tout cas, qui avait déjà été amorcé. C'est assez logique. Quand vous avez une rupture de contrat, vous savez combien vous pouvez avoir au minimum et au maximum, ça incite plus à la négociation. C'est tout. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur cette diminution du nombre de contentieux. Merci beaucoup Stéphane Béal. Donc, je rappelle que vous êtes avocat associé et directeur du département social chez FIDAL. Donc avec vous, on retiendra 2 choses. D'abord, il est trop tôt pour faire un bilan des ordonnances de la loi travail. Donc vous reviendrez nous dire ça peut-être dans un an. Là, on pourra faire un vrai bilan. Mais surtout, en fait, aujourd'hui, vous vouliez alerter le chef d'entreprise sur la place de l'accord d'entreprise. Qu'il faut regarder plus précisément parce que les chefs d'entreprise n'en ont pas encore, ne s'en sont pas occupés encore pour le moment. C'est bien ça. Merci beaucoup. On va tout de suite faire une toute petite pause musicale et puis ensuite on va partir dans les voyages qui forment nos langues étrangères. Ça va, Larissa ? Ça va ?
Bah oui, voici Larissa Minoff, donc pour la chronique immobilière de 10 vers 10h, 10h05, quelque chose comme ça. Vous pouvez aller boire. Oui, allez-y. Vous pouvez sortir et boire, il n'y a pas de problème. Je tiens le... En face. Là, tout le monde quitte. C'est drôle. Alors, c'est quoi le sujet aujourd'hui, Larissa? C'est le marché sur tout 2018. Donc, on va commencer avec la France en deux D'accord. phases. Après, on va parler d'Île-de-France. Après, je vais prendre secteur par secteur. En fait, si vous voulez, on va parler de vraiment et de Seine-et-Marne et Yvelines. Et je vais finir avec Val d'Oise. D'accord. Sinon, je peux m'arrêter qu'à Val d'Oise. Ça s'est prévu de durer combien de temps? C'est pour que je sache. Vous m'avez dit entre 10 minutes. 10 minutes alors. Voilà. Ok. Maximum. Donc, on le fera après le deuxième intervenant. Ok. Parce que le troisième, c'est une start-up dans l'immobilier, justement. Ah ouais, d'accord, super. Enfin, lui, c'est comment monétiser son patrimoine et pourquoi quand on est senior. On va parler de viager peut-être. Oui, il va nous parler de viager, entre autres. Après, c'est vous, si vous voulez bien, Thomas. Thibaut, pardon. Non, c'est parce que votre le troisième intervenant s'appelle Thomas, alors donc. Mais j'ai bien noté. Ça, c'est rentré. Mais c'est simplement que mon œil est tombé sur. Pas de problème. Mais j'aimerais bien qu'un jour vous reveniez pour qu'on parle de l'évolution du métier de DRH, si vous voulez. Peut-être avec d'autres DRH, on pourrait faire avec un... DRH, oui. Puisque vous êtes membre de l'association, enfin je ne sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs. L'ANDRH. L'ANDRH. L'Association nationale des DRH. C'est la plus connue, c'est la plus connue, parce que la seule. Ça fait penser à l'ANDP ou à C'était à l'ancienne, à l'ANDCP. C'est ANDCP avant? À l'origine, oui. Ah, c'est ça. Ça a changé de nom. Vous connaissez peut-être ce nom de l'ANDCP. Oui, c'est ça. Ouais, c'est la même. D'accord. Alors c'est qui la pause musicale? Benjamin Furman, Project. Bon, on reprend. Ça fait combien de temps là? Au moins une minute déjà. Allez, on y va. Au bar de l'économie, c'était Benjamin Furman avec son titre Project et la première pause musicale, c'était bien sûr Astor Piazzolla avec son titre Liberty Tango. On va tout de suite retrouver Thibaut Dufresne, notre deuxième invité du jour, qui est directeur général du Centre d'échanges internationaux au pluriel, car les voyages forment la jeunesse. Alors vous, Thibaut Dufresne, on peut dire que c'est une société familiale, mais qui existe quand même depuis 1947. Pourquoi votre grand-père, je crois, l'a fondée? Alors c'est vrai que c'est une belle aventure et qui a fêté son 70e anniversaire l'année dernière et qui est partie d'une idée assez visionnaire, parce que c'est voilà, juste au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, sur l'idée de rapprocher la jeunesse française et allemande. On connaît tous les bienfaits, les bénéfices de partir à l'étranger sur la découverte d'une nouvelle culture, sur l'apprentissage d'une langue étrangère, sur l'ouverture d'esprit, l'autonomie, la confiance en soi. Et donc ils sont partis de ce postulat et le CEI s'est développé sur ces belles valeurs. Et maintenant, nous travaillons sur 6 grandes familles de 6 à 30 ans. Ça part des colonies de vacances, des séjours linguistiques, des voyages scolaires, dont nous sommes un des leaders en France, de la scolarité à l'étranger, donc vous souhaitez partir étudier dans un pays, et c'est souvent les pays anglophones. Quand vous approchez aussi de la première terminale ou sur l'enseignement supérieur, nous plaçons aussi beaucoup de jeunes sur les jobs et stages à l'étranger. Et encore une fois, on fait partir beaucoup de Français, parce qu'aujourd'hui c'est à peu près 75 000 jeunes. Mais nous recevons également des étrangers en France qui viennent notamment étudier en France. Ou qui viennent travailler pour faire un petit stage aussi. En France, sur des stages ou sur des jobs, et aussi des groupes qui viennent sur par exemple sur des groupes thématiques culturels, gastronomiques ou encore historiques. Ça c'est intéressant. Donc grâce à vous, en fait, on peut faire finalement à la carte, on peut prévoir son voyage à l'étranger. Quel que soit ce qu'on a envie. En fonction de votre âge, votre profil, vos attentes, c'est toujours important avant de partir, de savoir pourquoi on souhaite partir, quels sont les objectifs. Et en fonction de cela, effectivement, on a une multitude de formules, que ce soit individuelles, en groupe, en immersion totale. Donc c'est vraiment à la carte.
de 6 à 30 ans. Mais à 6 ans, on n'envoie pas un enfant. Est-ce que les familles demandent à envoyer un enfant dans une famille ou bien est-ce qu'ils l'envoient en colonie? Qu'est-ce qu'ils choisissent? Je sais que ça peut paraître jeune, mais c'est les colonies qui débutent à 6 ans, et c'est notamment sur nos centres en France pour l'apprentissage de la vie en collectivité. Alors, vous avez parlé du fait que grâce à vous, donc le Centre d'échanges internationaux, on peut aussi partir, donc je suppose dès qu'on a 17 ans, on peut partir travailler à l'étranger. Comment on fait? Comment ça se passe? Alors, tout à fait, en place, notamment on a 3 bureaux en Europe, à Londres, à Dublin et à Berlin. Donc c'est souvent, ça peut être dans le cadre tout simplement de ses études, d'avoir un stage obligatoire à l'étranger. Donc nous sommes sur place, nous connaissons le marché local, nous avons des offres de stages d'entreprises partenaires, et encore une fois en fonction du profil, souvent on regarde le niveau d'anglais, l'expérience, les motivations, et en fonction de cela, nous prospectons des entreprises et nous plaçons dans le domaine de formation des jeunes. Est-ce qu'avec le Brexit qui s'annonce, parce que là on attend la décision ou peut-être même le report, même si l'Europe ne veut pas pour le moment, le report le 29 mars, enfin on s'attend à tout le 29 mars en fait, qu'est-ce que ça risque de changer pour vous? Alors j'ai pas de scoop ce lundi matin concernant le Brexit, mais alors si je peux parler de notre activité sur notre bureau londonien, c'est notamment, on accueillait beaucoup de groupes qui profitaient de bourses Erasmus+, donc des bourses de l'Union européenne pour de la mobilité professionnelle ou à l'étranger. Et c'est vrai que, compte tenu des négociations, on aura sans doute moins d'accueil cette année, où il y aura peut-être un petit creux le temps des négociations, soit que le programme Erasmus+ continue, ou qui développe un autre programme sur le même modèle que peut avoir la Norvège ou la Suisse. Mais encore soit-il on a beaucoup de reports, notamment sur l'Irlande, du fait des négociations. Donc on peut avoir un creux cette année, même si aujourd'hui rien ne change. Vous pouvez partir avec votre passeport français et travailler demain à Londres. Oui, pour l'instant, rien ne change. Donc, pourquoi pourquoi est-ce qu'on devrait avoir moins de voyages? Déjà, on n'est pas très bon en France au niveau du programme Erasmus ou Erasmus+. Les Français ne sont pas les champions d'envoyer leurs enfants à l'étranger, justement. Comment on peut faire pour, justement, booster un peu ces voyages? Alors, je ne sais pas comment on peut booster, mais c'est déjà, on dit souvent, plus tôt vous parlez une langue, plus tôt sera au meilleur le gain sur le bagage linguistique. Donc il faut surtout mettre l'anglais et les langues au plus jeune âge. Donc ça c'est vraiment un des travaux des pouvoirs publics sur l'éducation, encore une fois de mettre l'anglais le plus tôt sur l'éducation. Alors je vais revenir donc on va peut-être parler des différents types de séjours qu'on peut faire avec vous à l'étranger. Donc vous avez parlé pour les plus jeunes, les colonies, ça commence comme ça. Par quoi ça suit après alors? Alors colonies de vacances, ce qui est intéressant aussi c'est que les colonies ont évolué. On connaît les colonies des années 60-70, on est toujours sur ce modèle-là, sur les vacances pour tous. Donc des vacances en groupe, oui. Donc vacances en groupe. Mais c'est aussi évolué dans des destinations bien plus lointaines comme le Guatemala, l'Afrique du Sud ou le Japon. Donc vous pouvez partir en colonie de vacances même pour des 18-25 ans. Donc ça c'est une vraie évolution sur les colonies. Derrière vous avez tout ce qui est séjour linguistique. Donc ça c'est vraiment différentes formules, que ce soit les groupes ou en individuel. Mais ce qui marque l'évolution c'est vraiment des voyages à la carte. Vous pouvez vraiment maintenant choisir vos familles d'accueil, vous pouvez choisir vos activités. Donc ça devient vraiment des programmes sur mesure. Alors dans combien de pays proposez-vous ces séjours linguistiques? Dans près de 60 pays. 60 pays, et de quel âge à quel âge? Alors encore une fois, le séjour linguistique de 6 à 30 ans, mais c'est majoritairement de 10 à 17 ans pour les séjours linguistiques. Donc ça, le séjour, c'est vous qui prenez tout en charge, on est garanti parce que vous êtes membre de l'Office national de garantie des séjours linguistiques. Quelle garantie ça offre si on envoie son jeune de 15 ans, par exemple? C'est une vraie responsabilité, parce qu'on nous confie encore une fois près de 75 000 jeunes, donc c'est une vraie responsabilité. Et on se doit d'assurer des séjours de qualité, avec de la sécurité, des taux d'encadrement satisfaisants. C'est pour ça que nous sommes membres et cofondateurs de l'Office en 1997, où on regroupe près d'une quarantaine d'organismes de professionnels, mais également des associations de consommateurs, des associations de parents d'élèves. Donc chaque membre respecte un contrat qualité très exigeant, comme par exemple avoir un francophone dans une famille d'accueil quand vous êtes à l'étranger, d'avoir un taux d'encadrement très satisfaisant sur des groupes,
d'avoir une sélection de familles rigoureuse avec un suivi, un accompagnement sur place. Donc tout ça, c'est un contrat qualité qui est assez exigeant. Et ce qui est intéressant aussi, il y a une commission de conciliation à l'office, c'est-à-dire que vous êtes parent, si vous avez un litige ou une réclamation envers un des organismes, vous pouvez activer cette commission de conciliation qui est paritaire, donc avec une association de consommateurs, association de parents d'élèves, ça c'est intéressant, et qui statue après à l'amiable, et près de 98% des cas sont résolus à l'amiable. Enfin, j'imagine que c'est quand même pas très courant malgré tout. Non, c'est peu courant, mais c'est toujours rassurant aussi pour les parents de savoir que, ces organismes sont labellisés et respectent un contrat qualité et un cahier des charges très strict, mais également qui peuvent avoir recours à cette commission le cas échéant. Et donc c'est valable aussi pour parce que comme vous pouvez, pour ceux qui veulent faire des stages, donc travailler, est-ce que c'est cette commission, c'est valable aussi? Toujours également pour les jobs et stages à l'étranger, on a aussi cette typologie de programme, tout à fait. Alors comment on fait si on veut faire un job ou un stage à l'étranger? Comment faut-il procéder? Est-ce que c'est vous qui trouvez, on a, je sais pas moi, un garçon de tel âge, mettons de 17 ans, puisqu'on ne peut pas démarrer avant 17 ans, j'imagine. Oui. Donc, on a un garçon de tel âge. Qu'est-ce que vous pouvez nous trouver? C'est ça qu'il faut vous poser comme question? Alors, ce qui est toujours intéressant, c'est qu'on fait toujours un entretien d'une trentaine de minutes avec le jeune garçon qui souhaite partir pour connaître... Ou la jeune fille. Ou la jeune fille, pour connaître ses motivations, ses attentes, son niveau d'anglais, ses expériences, parce qu'ils ont sans doute vu quelques petites expériences. Et à l'issue de cet entretien, c'est l'équipe sur place qui prospecte en fonction du profil. Donc c'est un placement qui correspond, voilà, on sait ce que souhaite l'entreprise, parce que nous, les entreprises nous disent, voilà, je recrute tel ou tel profil avec tel ou tel niveau d'anglais, expérience, etc. Et de l'autre côté, on a aussi le jeune qui souhaite partir. Donc nous, notre travail va être de lier voilà, les attentes de l'entreprise et du jeune, et d'avoir un placement satisfaisant dans la filière de formation. Alors, ça peut être de quelle durée? Alors, c'est des stages qui débutent à 3 semaines, mais qui peuvent aller sur des stages de fin d'études jusqu'à 6 mois. Et encore une fois, ça dépend du profil. Donc, vous commencez par un stage découverte d'1 mois, donc là, petit niveau d'anglais, première expérience professionnelle à l'étranger. C'est toujours bénéfique, donc ça donne aussi, nous on cherche le déclic quand vous partez pour revenir sur d'autres expériences. Vous avez des stages qui durent un peu plus longtemps, de 1 à 4 mois, ce qu'on appelle des stages opérationnels où on garantit dans la filière de formation du jeune, et le stage de fin d'études où là, ça va être un stage rémunéré et qui va être voilà, avec des missions plus qualifiantes et d'une durée de 6 mois. De 6 mois. Et donc ça, finalement, à la fois pour se faire des liens à l'international et tout comme apprendre l'anglais, c'est très important. Alors c'est des jeunes qui partent, encore une fois, qui vont avoir un niveau d'anglais, un bagage linguistique meilleur, qui vont avoir une employabilité meilleure, une autonomie, une confiance en soi. On dit toujours que c'est tous les bienfaits d'une expérience à l'étranger. Alors ils peuvent poursuivre par ailleurs dans le pays, ils peuvent revenir souvent en France et encore une fois avec une confiance, une autonomie. Bien sûr. Qui est vraiment satisfaisante. Alors concernant par contre pour les enfants plus jeunes, c'est-à-dire de 10 on va dire jusqu'à 18 ans, qui partent sous forme de voyage, de séjour linguistique, quelles sont les demandes des Français? Qu'est-ce qu'on vous demande en ce moment? Est-ce qu'on peut faire un bilan sur l'année 2018? Alors, qu'est-ce qu'il y a le plus on reste comme qu'est-ce que veulent les familles? C'est toujours pas de surprise sur les pays anglophones qui sont là. Donc l'Angleterre et l'Irlande pour le plus proche, c'est la porte d'entrée, mais on a aussi les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande par exemple. Mais comme je disais, c'est beaucoup plus maintenant de séjours à la carte. C'est vraiment une exigence comme je disais, sur la sécurité bien sûr, sur l'encadrement, etc. Mais aussi plus de nouveautés sur les séjours. Donc on se doit non pas de rester sur le schéma classique d'un séjour linguistique avec des cours le matin, l'activité l'après-midi et des séjours en famille d'accueil. On se doit aussi de trouver de nouvelles choses, des nouvelles thématiques peut-être plus fortes. Pour intéresser les jeunes, parce que ça évolue. Bien sûr. La génération d'aujourd'hui n'est pas la génération d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans. Donc c'est à nous aussi de faire évoluer, comme je disais, pour les colonies de vacances sur des longues destinations ou en groupe, ou même plus de 18 ans. Ça, c'est des évolutions qu'on se doit de suivre et qui nous sont remontées par les parents ou par les jeunes.
Ah, merci beaucoup Thibaut Dufresne. Avec vous, c'est vrai, on peut partir en fait en toute sécurité. Donc c'est le CEI finalement. Si on vous cherche sur Internet et si on veut vous contacter, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors vous allez tout simplement sur le site du CEI, groupecei.fr, et on recrute aussi également toute l'année sur des directeurs de centres, sur des animateurs, sur aussi des consultants stages dans nos bureaux à l'étranger. Donc il ne faut pas hésiter à aller sur le site et regarder. Donc des offres d'emploi à pourvoir si on va sur votre site internet. En fait, CEI, ça veut dire Centre d'échanges internationaux. Peut-être au niveau du coût, ça coûte combien finalement? Alors pour une colonie de vacances, on est sur des ordres de 800 à 900 euros. Pour une semaine? Exactement. Ou 10 jours, je ne sais pas. Exactement. Et pour un séjour linguistique, on monte de 1200 à 1500 euros en fonction de en moyenne. 2 semaines. Ouais. Est-ce que c'est le minimum, à votre avis, la durée de 2 semaines pour être rentable, j'allais dire, pour que ça bénéficie à celui qui part? On va pas se mentir, c'est pour 2 semaines que vous allez revenir bilingue. Par contre, nous, on recherche un déclic. C'est-à-dire qu'on souhaite que le jeune qui part pendant 2 semaines revienne avec l'idée qu'il veut repartir sur un prochain séjour. Donc en 2 semaines, il y a un premier déclic. Bien sûr, il y a un meilleur anglais, mais c'est pas dans la volonté d'être bilingue en 2 semaines. Mais c'est surtout la volonté de repartir derrière. Oui, puis après, c'est une question de maturité de l'enfant aussi, on peut dire, Exactement. du jeune en question. Merci beaucoup Thibaut Dufresne. On va faire une petite pause cette fois-ci, mais cette fois en immobilier, non pas en musique, parce que Larissa Minov vient d'arriver dans nos bureaux. Alors, quel bilan immobilier pour 2018? Bonjour Larissa. Bonjour Florence, donc on va parler effectivement du marché immobilier dans l'ancien. Et donc, succédant à une année 2017 déjà exceptionnelle par le nombre de transactions réalisées, 2018 s'impose comme une nouvelle année record en termes d'activité pour le marché immobilier de l'ancien. Donc, je cite Laurent Dumont, président Century 21 France. Donc, le montant moyen d'une transaction en France établit un nouveau record. On parle de 213 705 euros contre 208 759 en 2017. Donc on parle de 229 489 euros pour une maison et 204 695 euros pour un appartement. Florence, on parle beaucoup de chiffres, donc effectivement, on va parler des euros et des chiffres. Donc l'augmentation des prix franciliens n'altère pas les dynamismes du marché et le nombre de ventes augmente encore de 2,2% par rapport à 2017. Donc le montant moyen des transactions franchit un nouveau record. Donc on parle de 261 059 euros en 2018 contre 253 516 euros en 2017. Comme leurs voisins parisiens, donc on parle tout sauf Paris, les franciliens pour acheter font des sacrifices en termes des surfaces. Celles-ci baissent légèrement en 2018 pour s'établir à 79,9 mètres carrés en moyenne. Si la part des employés, ouvriers et des cadres moyens représente toujours 73,3% des acquéreurs en Île-de-France, ce sont les cadres supérieurs qui voient leur proportion parmi les acheteurs progresser le plus rapidement et ils sont à l'origine de 13,9% des transactions. Dans l'ensemble, ces transactions sont réalisées à 79,7% pour l'acquisition d'une résidence principale, mais comme dans le reste du pays, l'investissement locatif bondit en 2018, plus 29,8% et concerne désormais 17% des acquisitions. À l'échelle des départements franciliens, tous voient leur prix moyen au mètre carré progresser. La hausse la plus importante touche la Seine-Saint-Denis, dont le prix moyen au mètre carré augmente de, attention, 6,8%. Les écarts des prix restent toutefois considérables dans la région. Le département le moins cher demeure la Seine-et-Marne, donc on parle de 2 362 euros le mètre carré en moyenne, avec un prix au mètre carré moitié moins que celui constaté dans les Hauts-de-Seine. Donc ici, on a 5 874 euros pour un mètre carré. Concernant les catégories socioprofessionnelles, les acheteurs, le Val d'Oise et la Seine-et-Marne ont tous les deux plus de 50% des transactions réalisées par les employés et ouvriers, respectivement 57 et 54%, que le département des Hauts-de-Seine et la proportion des cadres supérieurs et professions libérales est la plus importante, on parle de 32,3%. Donc si vous le voulez bien, on va parler de département par département. Donc si je fais un constat général pour l'Île-de-France, donc 79,7% des acquéreurs achètent leur résidence principale, et là on parle de moins 4%.
La résidence secondaire, on parle de 1,4% de plus et 17% d'investissement locatif pour 2018. Et là, on parle de 29,8% de plus par rapport à 2017. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Seine-et-Marne en 2018? Donc, le prix moyen en mètre carré est de 2362 € et on a une augmentation de 2,6% sur les 12 derniers mois. Donc, on achète une maison à peu près à 2196 € de mètre carré et un appartement à 2833 € de mètre carré. Qu'est-ce qui s'était passé dans les Yvelines? Donc, le prix moyen au mètre carré, on atteint 3378 € et là, on a une augmentation de 6,3% en 2018. Donc, pour acheter une maison, nous dépensons 3191 € de mètre carré et pour un appartement, 3705 € pour un mètre carré. Donc, qu'est-ce qui s'était passé en Essonne en 2018? Alors, le prix moyen des mètres carrés, on est à 2694 et là, il n'y a quasiment pas d'augmentation, on parle de 0,1%. Et on achète une maison à 2746, un appartement à 2578. En Haute-Seine, en 2018, le prix moyen mètre carré, 5874 plus 1,2%, 5800 pour une maison et 5800 pour un appartement. Qu'est-ce qui s'était passé en Seine-Saint-Denis? Je vous avais dit tout à l'heure, on a augmenté nos prix plus 6,8%, donc 3325 le prix moyen de mètre carré, 3195 pour une maison et 3400 pour un appartement. On arrive en Val-de-Marne, 4191 € plus 1%. Voilà, que 1%, donc 4149 pour une maison et 4200 pour un appartement. Et enfin, qu'est-ce qui s'était passé dans le Val d'Oise? Ben oui. Donc, le prix moyen mètre carré, 2839 € plus 4,3% quand même en 2018. Donc, pour acheter une maison, il faut compter 2943 € et pour un appartement, 2712 €. Et donc, en conclusion, le marché immobilier en 2018 était exceptionnel par sa vitalité et le montant des sommes consenties pour acquérir un logement. Voilà, je cite Laurent Dumont, président Centre-Oriental France. Merci pour cette jolie chronique complète sur le bilan immobilier en Île-de-France, Larissa Minoff. Et on vous retrouve le mois prochain. Au bar de l'économie, aujourd'hui, je suis entourée de Stéphane Béal, avocat associé et directeur du département social chez Fidal, de Thibaut Dufresne, directeur général du Centre d'échanges internationaux, et de Thomas Abinal pour la start-up du jour Monetivia, à qui on va passer la parole dans quelques minutes. Mais on va tout d'abord terminer avec Thibaut Dufresne à propos du CEI, donc le Centre d'échanges internationaux. J'aimerais bien savoir, Thibaut, l'amendement, il y avait un projet d'amendement qui souhaitait plafonner les aides des prestations au comité d'entreprise. Qu'en est-il finalement? Tout à fait. Alors, c'était sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2019, un amendement qui prévoyait, c'était même un sous-amendement qui prévoyait de plafonner et de taxer les prestations sociales et culturelles vers les comités d'entreprise. Donc, tout simplement un véritable danger de renier déjà le pouvoir d'achat de près de 12 millions de salariés, mais également des professionnels du tourisme, de 33 000 aussi comités d'entreprise. Et grâce à vraiment une très forte mobilisation collective et des différentes organisations et de professionnels ou aussi de syndicats, l'amendement a été retiré. Donc c'est vrai que voilà, encore une mauvaise manie de la France de vouloir taxer tout. Oui, et surtout bien faire attention aux conséquences, parce que là les conséquences étaient assez désastreuses. Et puis vous travaillez beaucoup, j'imagine, avec des comités d'entreprise. On travaille, vous auriez eu peut-être un Français sur 5 qui ne serait plus parti en vacances, parce que on rappelle que beaucoup profitent, c'est des vacances pour tous, de ces prestations sociales et culturelles pour l'accès aux loisirs. D'accord, donc bonne nouvelle, cet amendement n'est pas passé, et donc pas de taxation. Merci beaucoup pour ce point juridique, Thibaut Dufresne. On va passer la parole maintenant à Thomas Abinal. Alors, Thomas Abinal, alors vous êtes un investisseur dans les startups, on peut dire, parce que, on va parler bien sûr de Monetivia, mais ça fait déjà quelques années que vous co-investissez dans différentes sociétés, jeunes startups, à plus ou moins longue échéance, j'imagine. Oui, alors c'est un petit peu un grand mot, investisseur, parce que c'est plus le hasard des choses et l'évolution de mon parcours qui fait qu'effectivement, avant de cofonder Monetivia il y a 3 ans avec mon
camarade Maurice Calonne, j'étais tout simplement en recherche de projets, où j'étudiais des opportunités de création d'entreprise. Et effectivement, il y a quelques projets auxquels je réfléchissais, ou auxquels j'ai eu l'opportunité d'être exposé, parce que justement, je cherchais à rencontrer des gens, des idées, etc. Et de fil en aiguille, au lieu de participer à la création, je me suis retrouvé à mettre un peu de sous dedans, un peu par hasard. Et c'est vrai qu'ils ont eu des fortunes assez diverses. Ça va du projet qui a coulé assez vite au projet qui a explosé, sans qu'on sache évidemment prédire avant ce qui allait se passer, sinon ça serait trop facile. Bien sûr, ça serait trop facile, oui. Par exemple, pour vous donner un cas concret, moi je réfléchissais pas mal vers 2014, 2013 sur toutes les logiques de crowdfunding immobilier. Donc cette idée de se dire on va pouvoir finalement donner le pouvoir à l'épargnant individuel d'investir en direct dans des sociétés qui ont des projets. Et moi je m'intéressais à l'immobilier puisque je baignais dedans, et du coup je me demandais si effectivement ça n'était pas temps de monter une plateforme de crowdfunding, ce qui entre-temps évidemment a été fait par des tonnes de gens. Et donc je suis entré en contact par exemple avec une plateforme qui s'appelle Limo, L-I-Y-M-O, que je salue d'ailleurs, des gens très très brillants. Et au début, je me demandais si je n'allais pas essayer de bosser avec eux, puis finalement, on n'avait pas besoin de moi, donc du coup, je me suis retrouvé à mettre un petit ticket. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, il est très difficile au départ de prévoir ce qui va fonctionner ou pas, mais il y a quand même toujours un enthousiasme qui fait qu'on plonge dans une aventure comme ça. Bien sûr. Alors, donc là, vous avez créé 16 startups il y a 3 ans, Monetivia. Donc, avec vous, on parle d'immobilier. Et puis surtout, une question que j'avais envie de vous poser, c'est comment monétiser son patrimoine et pourquoi le monétiser quand on est un senior? Alors, effectivement, on a créé Monetivia il y a 3 ans. Donc, d'ailleurs, on considère aujourd'hui qu'on a un peu franchi le stade de la start-up, puisqu'on a des clients, un chiffre d'affaires. On est plutôt en train d'aborder la deuxième phase, celle qu'on appelle l'industrialisation de notre modèle. Alors, Monetivia s'est créé, j'ai envie de dire, pour une raison toute simple, c'est qu'on posait le constat que les seniors, alors chez nous, les seniors, c'est plutôt les gens de plus de 70 ans, ont beaucoup de patrimoine immobilier. Les seniors, pour vous donner quelques chiffres, de plus de 70 ans, c'est 9 millions de personnes en France. Et à 75%, ils sont propriétaires de leur résidence principale. On l'a vu avant avec Larissa, les prix d'immobilier chaque année sont plutôt orientés à la hausse depuis quand même très longtemps. Et donc on a toute une génération de gens qui ont surfé sur un cycle de valorisation de l'immobilier absolument incroyable, historique. Et donc quand vous prenez les enquêtes par exemple de l'INSEE, je veux parler de l'enquête de 2015, on constate que pour 1 euro, je dirais, d'épargne financière, il y a en fait 2 euros dans l'immobilier chez les seniors. Et la question, c'est un petit peu comment on met ce patrimoine immobilier colossal au niveau national, puisque ça a été évalué à peu près à plus de 70 ans à 1500 milliards d'euros. C'est des estimations, mais quand même, c'est un ordre de grandeur. Comment on le met, ce patrimoine immobilier, au service des seniors, enfin au service de leur projet de vie au quotidien, bien sûr. On parle. Qui reste quand même pas mal d'années à vivre après 70 ans. Et c'est cette population qui nous intéresse a beaucoup de préoccupations, comme tout le monde. Ça peut aller tout simplement de la volonté de regagner un peu de pouvoir d'achat. C'est ce que j'allais dire, beaucoup de baisse. Voilà, un peu souffre. Donc, se constitue un peu de revenus complémentaires. Beaucoup aussi viennent nous voir avec la volonté de donner un coup de pouce à leurs enfants, puisqu'ils constatent finalement que leurs enfants ne sont pas forcément tous aussi verniqueux, entre guillemets, et très concrètement, ils n'ont pas tous pu acheter eux-mêmes leur toit. Donc ils se disent, plutôt que les enfants attendent ma succession quand ils auront eux-mêmes passé l'âge de 60 ans, 65 ans et qu'ils auront fait leur vie, sachant que de toute façon, moi, ma résidence principale sera vendue parce qu'elle ne correspond pas aux besoins des enfants, peut-être vaut-il mieux la monétiser et distribuer un peu de liquidité aux enfants. Sachant qu'effectivement, vous avez utilisé le terme monétiser, c'est celui qu'on emploie aussi chez Monetivia. Monétiser, ça veut tout simplement dire je vends ma maison, mais je garde la maîtrise de l'usage, et je garde la possibilité de rester chez moi autant que je peux, alors ça, c'est avec un usage à vie. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le viager, logiquement. Alors c'est une très bonne question, effectivement. Ou pas. Le viager, c'est, j'ai envie de dire, la vieille façon de le faire. C'est ce qui existait depuis avant Monetivia, depuis des siècles, puisqu'on retrouve, je crois, la notion de transaction viagère déjà au Moyen-Âge. Le constat qu'on a fait chez Monetivia, c'est tout simple, c'est que
La vente en viager convient très bien aux seniors qui n'ont pas d'enfants. C'est-à-dire qu'ils ne se projettent pas dans un patrimoine familial qui a vocation à être défendu et être transmis. Mais les gens qui n'ont pas d'enfants, c'est 20% de la population. Hein. À côté de ça, vous avez 80% de seniors qui, je dirais, sont très réfractaires à la vente en viager. Oui, parce qu'ils ont envie de transmettre à leurs enfants, tout simplement. Pour raison, en fait, parce que la vente en viager, elle est quand même bâtie sur le fait que l'acheteur va gagner beaucoup d'argent s'il le décès intervient rapidement. C'est pas très agréable pour le vendeur. Ça, c'est un des deux premiers problèmes. Le deuxième, c'est tout simplement que les gens n'ont pas envie de prendre le risque de brader leur patrimoine. Hein. Le problème de la transaction viagère, c'est qu'elle est bâtie sur une hypothèse. On va faire l'hypothèse que la personne va vivre peut-être 15 ans. Voilà, et l'acquéreur, lui, joue un coup de poker. Voilà. Donc évidemment, selon qu'il reste chez lui 5 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, logiquement, il faut que la transaction soit différente. Hein. Et donc, on a bâti un nouveau type de transaction pour cette population, avec tout simplement... Alors justement, quel est-il? En fonction de l'usage. Alors, on va ajuster le prix en fonction du fait que le senior va rester plus ou moins. Alors, je vais vous prendre un exemple, parce que je crois que c'est plus parlant. Si on prend une femme de 77 ans, c'est en gros l'âge moyen chez nos clients, sachant que les femmes sont surreprésentées chez les seniors, eh bien, on ne va pas se demander chez Monetivia quelle est son espérance de vie. On va lui bâtir une transaction où on va faire l'hypothèse qu'elle va rester chez elle encore 15 ans. C'est une hypothèse. Mais surtout, on ne va pas s'arrêter là. Sur la base de ces 15 ans d'usage programmé, on va lui trouver un acheteur qui va lui donner peut-être 50-55% de la valeur de son bien. Et surtout, on va prévoir que si jamais il lui arrive quelque chose dans 5 ans, eh bien, sa succession puisse être indemnisée, parce que finalement, il y aura 10 ans, j'ai envie de dire, d'usage qu'on aura précompté, mais qui ne vont pas être consommés. Et donc, on va, dans ce cas-là, tout simplement demander à l'acheteur de remettre au pot, hein, de verser un complément de prix à la succession. Et donc, c'est ça aussi qu'on inverse totalement, je pense, puisque les enfants sont du coup au centre du sujet. Bien sûr. Donc, ça veut dire que finalement, c'est la nouvelle réforme, c'est la nouvelle manière de faire un viager, en quelque sorte. On peut maintenant identifier... vous avez identifié, mettons, la durée de vie, entre guillemets, et on peut remonétiser, si la personne décède avant, on peut remonétiser le nombre d'années qui n'auront pas été vécues, en fait. Exactement. Et ça, on ne le fait pas de façon magique, on le fait tout simplement parce que la transaction, elle est équilibrée et elle prévoit le cas alternatif, où si on est parti sur 15 ans et que ça dure 20 ans, puisque c'est ce qu'on souhaite chez Monetivia, souhaiter une longue vie aux seniors, et bien après 15 ans, cette fois, c'est, je dirais, l'acheteur qu'on va indemniser. Et on le fait au travers d'une assurance, puisqu'on a créé la société en partenariat avec l'assureur Allianz, hein, qui est quand même l'assureur le plus solide du marché. Et dans ce cas-là, c'est Allianz qui va cette fois indemniser l'acheteur si jamais ça durait plus longtemps que ce qu'on a imaginé. Donc c'est vertueux, puisqu'on recrée l'équilibre, je dirais, a posteriori, en fonction de ce qui se passe vraiment, au lieu de partir sur des hypothèses... et de s'arrêter là. Quoi, voilà, comme on faisait avant. Voilà, chez Monetivia, c'est gagnant-gagnant, et on est dans une autre logique, alors qu'avant, on était plutôt dans le coup de poker, je veux dire. D'accord, donc une des formes, c'est le viager. Donc ça, c'est pour redonner un peu de pouvoir d'achat en fait, aux retraités qui retrouvent des liquidités. L'autre solution, c'est aussi de vendre pour acheter plus petit. Est-ce que ça, c'est demandé? Est-ce que ça vous est demandé? C'est effectivement dans le panorama des réflexions et des solutions possibles pour cette population, hein, puisque certains se disent, est-ce que je ne vais pas plutôt vendre mon bien en pleine propriété et racheter plus petit, et ce faisant, évidemment, libérer un peu de capital. Certains le font. Alors chez Monetivia, on a l'impression que c'est évidemment plutôt les plus jeunes qui le font, au sens où plus vous avancez en âge, plus c'est quand même compliqué. C'est compliqué de bouger. Un traumatisme de bouger, oui. Ouais, quand vous prenez quelqu'un de 80-85 ans, lui demander de déménager, c'est quand même compliqué. Et puis tout simplement, je dirais, la première question à poser, c'est est-ce que vous êtes bien chez vous? Si les gens sont bien, quand les gens sont bien chez eux, ils ont plutôt envie de rester. Oui, on n'a pas envie de bouger, c'est sûr. Donc c'est une solution alternative, mais j'ai l'impression que voilà, elle n'est pas forcément beaucoup utilisée, puisqu'elle est quand même pas évidente à mettre en œuvre. D'accord, donc ça ne plaît pas tellement, finalement, cette solution-là ne plaît pas tellement. C'est une des solutions possibles, mais je pense que son aliment est assez réduit. Ouais. Voilà, puis il y a eu encore une autre manière peut-être pour se redonner un peu de pouvoir d'achat. Alors c'est ce que vous appelez la vente avec valeur et usage garanti. Qu'est-ce que c'est ça? Alors justement, la vente avec usage et valeur garantie,
C'est le nom de la solution que Monetivia a inventée, qui a en fait un nom commercial qui s'appelle le contrat Monetivia, mais qui a un nom générique qui s'appelle la vente avec usage et valeur garantie. Bah, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire vous vendez, mais on vous garantit que vous pouvez rester chez vous, vous avez l'usage garanti, mais vous avez aussi de la valeur garantie, puisque vous allez maîtriser le prix de vente. Vous allez maîtriser votre prix de vente, puisque justement, si en gros vous restez moins longtemps que prévu chez vous, on va redonner du capital à vos enfants. Donc j'ai envie de dire, bah, pour synthétiser, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, il y a la vente engagée, ça va très bien. Et puis pour les 80% qui ont des enfants, même si c'est des grands enfants, hein, puisque là on parle d'enfants qui peuvent avoir 50, 60 ans, eh bien dans ce cas, il y a la vente avec usage et valeur garantie prônée par Monetivia avec Alliance. Et là, pareil pour celui qui vend, même s'il reste plus longtemps que les 15 ou les 20 ans prévus, là, il n'y a pas de souci. Il n'est pas obligé de quitter sa résidence, quand même. La première garantie qu'on souhaite offrir à nos clients, c'est de pouvoir rester chez eux à vie. Et vous le savez, la plupart ça ressort dans les enquêtes, la plupart des personnes âgées, évidemment, veulent rester chez eux et veulent finir leur vie chez eux. Et c'est pas avec ce qu'on a vu, je pense que c'était en septembre, sur ce qui se passe dans les EHPAD, que les gens ont envie d'y aller, je veux dire, soyons clairs. Hein, la forme privilégiée d'habitat souhaitée par tout le monde, c'est rester chez soi, bien sûr. Bien sûr. De toute façon, il est clair que la forme d'EHPAD telle qu'on la connaît actuellement, elle a un petit peu de plomb dans l'aile et on sent qu'il y a des nouvelles formes qui arrivent. D'ailleurs, j'en reçois régulièrement, j'en ai déjà reçu 2 à l'antenne et j'en recevrai encore au mois d'avril prochain. Vous allez voir, ça change. Les résidences arrivent maintenant, les résidences de service, c'est complètement différent. Parce que de toute façon, il y a des populations qui, passées, comme vous l'avez dit, 85 ans, ne peuvent pas faire autrement que d'habiter dans un lieu où il y aura d'autres personnes qui s'occupent d'elles. Alors ça, c'est une piste. Je crois qu'il y a une autre piste aussi que les pouvoirs publics ont en tête, c'est tout ce qui est la notion d'accompagnement à domicile et de faire venir un certain nombre de services à domicile. Et c'est là aussi que des solutions comme le contrat Monetivia peuvent être utiles, puisque ces services, il faut les financer. Alors l'État, il est plein de bonne volonté et évidemment, il soutient massivement la dépendance. Mais à un moment donné, on voit bien que les poches ne sont pas toujours pleines et qu'il faut aussi probablement permettre à cette population de s'autofinancer. Et il se trouve qu'elle a eu la chance d'accumuler un peu de patrimoine immobilier. Donc voilà, pourquoi ne pas s'en servir. Bien sûr, et puis on voit bien que la baisse finalement du pouvoir d'achat est quand même énorme sur les 10 dernières années. Oui. Là, on a quand même... Parce qu'il y a eu énormément de petites mesures qui, additionnées les unes aux autres, créent un effet d'accumulation. Et quand vous interrogez effectivement ces populations, les fins de mois sont plus difficiles aujourd'hui qu'il y a 10 ans, c'est certain. Alors, quelle est la demande, puisque vous avez quand même 3 ans d'expérience maintenant, quelle est la demande moyenne de vos clients? Pourquoi vient-on frapper à la porte de Qu'est-ce qu'on vous demande? Quelle est la première chose? C'est un bilan? Côté vendeur ou côté vendeur? Côté vendeur, oui. On nous demande évidemment combien vaut mon bien, puisque je dirais que si on veut vendre son bien en restant chez soi, la première question logique qui se pose, c'est combien vaut-il? Et du coup, si je le monétise, qu'est-ce que je peux toucher tout de suite et qu'est-ce que toucheront mes enfants en cas de besoin? Donc la première étape, vous faites l'estimation du bien? Absolument, oui, bien sûr. Tout part de l'estimation du bien et l'idée, c'est évidemment de valoriser le bien en valeur de marché, au prix auquel on pense que la transaction se ferait demain si le bien était vendu à un acheteur qui vient l'habiter ou à un investisseur locatif, comme ceux dont parlait Larissa tout à l'heure. Premier travail, valoriser le bien, et puis après, effectivement, on fait ce travail de chiffrage de ce qui s'appelle du démembrement de propriété, puisque juridiquement, c'est un démembrement, c'est-à-dire que je ne veux pas tomber dans la technique, mais le plein propriétaire va devenir usufruitier, et donc la seconde question qui se pose, c'est de valoriser, par exemple, dans l'exemple que je citais tout à l'heure, un usufruit de 15 ans, qui est concrètement ce que va garder le vendeur, combien ça vaut. Ça, on le fait par rapport au loyer. Donc c'est la moyenne, quand on fait une vente de type viager, c'est ça, la demande c'est 15 ans. Alors, c'est pas du viager, j'insiste, puisque c'est quand même bâti structurellement différent, mais en fait, l'âge moyen chez nous, c'est 77 ans, et effectivement, à 77 ans, on raisonne sur une hypothèse de durée d'usage entre 15 et 17 ans. Il y a un petit peu de marge de manœuvre, parce que notamment le coût d'assurance va varier en fonction de la durée dont on parle, mais en gros, c'est 15 ans. Sur 77 ans, on bâtit une transaction sur 15 ans. Ouais. Alors, on va dire que c'est 55% à peu près de capital qui peut être récupéré tout de suite, donc c'est pas rien. Et puis on prévoit un complément de prix en cas de besoin.
qui peut monter jusqu'à 30% si jamais voilà, il y avait un décès très rapide. D'accord. Donc on peut dire que c'est une manière de monétiser avec garantie son appartement ou sa maison. C'est comme ça que vous appelez... Pour marcher dans les pas de Thibaut Dufresne, vous disiez que finalement sa société permettait de partir en toute sécurité à l'étranger. Et bien, nous, on permet de monétiser le patrimoine des familles en toute sécurité. Si on veut faire appel à vous, alors Thomas Abinal, on fait comment pour vous contacter ? Alors, on a, comme beaucoup de sociétés, un site web, évidemment, c'est monetivia.com, monetivia.com. Voilà, il y a beaucoup d'informations dessus, et puis vous pouvez nous contacter, évidemment, par téléphone, tout est indiqué sur le site. Est-ce que, quand on vous consulte, c'est payant ou est-ce que c'est gratuit ? Alors, c'est bien sûr gratuit, c'est-à-dire que notre première mission, c'est d'informer les gens qui viennent nous voir sur ce que ce type de projet peut faire pour eux. Donc, c'est je dirais, tout simplement du temps commercial investi par Monetivia gratuitement, comme toute société qui charge des clients, je dirais, le fait dans certaines limites, quoi. Et au niveau de l'autre côté, les acheteurs, est-ce qu'il y a beaucoup d'acheteurs ? Est-ce que les Français aiment acheter de cette manière ? Alors, vous avez vu tout à l'heure dans les chiffres de l'ARISA, c'est intéressant, parce que du coup, on peut vraiment se brancher sur ces chiffres. Elle constatait que 17% des transactions en Ile-de-France dans l'ancien étaient le fait d'investisseurs locatifs. Et bien, nous, notre clientèle d'acheteurs, ce sont des investisseurs locatifs, en fait. Simplement, on s'adresse à ceux qui sont un peu plus fiscalisés que la moyenne, et pour qui donc acheter un bien en pleine propriété et mettre un locataire n'est pas forcément toujours très intéressant, puisque quand on additionne les différentes couches de fiscalité, les aléas locatifs, etc., il y en a un certain nombre qui en sont revenus, l'investissement locatif, et nous on s'adresse à ceux-là, et on leur dit, plutôt que d'acheter plein pot, entre guillemets, et de mettre un locataire dedans, achetez plutôt avec nous en nue propriété. Vous avez non pas un locataire, mais vous avez le propriétaire qui va rester dedans, et je dirais que la transaction va être bâtie sur les mêmes moyennes que les chiffres locatifs. Donc vous allez finalement encaisser des loyers, mais par avance. Donc voilà. Vous y retrouvez. Et donc il y a des avantages fiscaux. Alors c'est pas vraiment un avantage fiscal, c'est juste que comme vous n'avez pas de revenus locatifs, vous n'avez pas d'impôt. Vous convertissez des revenus locatifs en réduction de prix à l'entrée. Voilà, donc le fisc a reconnu dans différents... Voilà, et donc c'est à la récupération et à la revente que là, on peut éventuellement gagner sur la plus-value. Voilà, exactement. C'est un investissement de capitalisation, donc qui vise la plus-value. Merci beaucoup Thomas Abinal pour toutes ces informations. Merci en tout cas. Donc on vous retrouve Thomas Abinal sur monetivia.com. Et puis merci à vous trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. À bientôt, donc à demain. Moi je vous dis à tous bonne journée. À demain pour d'autres aventures. Nous serons notamment avec le maire d'Herblay. Bonne journée à tous et merci pour votre présence à tous les trois. Merci.